Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous sommes tous responsables de la paix sociale. La tension monte et on peut être gagné par l'émotion et se détourner de l'essentiel. Mettons bas la terre. Ces propos ne sont pas de moi, mais plutôt de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui était donc face hier aux fêtières syndicales. Nous en parlons tout à l'heure. Et du côté du PDCI-RDA, entre la convocation de Jean-Louis Billon qui fait grand bruit et la convention, le porte-parole Soumaïla Brindoumi clarifie tout. Nous aborderons également en seconde partie de ce temps d'antenne le SAMA, entendez par là, le Salon de la musique d'Abidjan. Merci d'être avec nous et notre invité sera le directeur général adjoint, M. Serge Akpatou. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours un plaisir renouvelé que d'être en votre compagnie chaque soir du lundi au vendredi. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nos amis sont avec nous ce soir. C'est le rappel des troupes, on va dire. Pascal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs et joyeux temps de l'Avent à tous les catholiques. Important. Daouda, bonsoir. Daouda Koulibaly, Sa Majesté, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, merci bonsoir chers amis chez vous. Ouais. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Salutations particulières à tous les agents de santé qui se battent au quotidien pour préserver la vie des citoyens. Merci Élisée pour ce très bon point. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle, changement de place, mais toujours, toujours au rendez-vous. Eh bien, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux téléspectatrices. Oh là là, Marius Komoué, merci. C'est bien noté. Merci, en tout cas, nous sommes très, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Largement partagé. Elle le disait hier, à cette session, réunion de travail, on va dire, avec les sections syndicales. Nous sommes tous responsables de la paix sociale. J'en parlais à l'entame de ce temps d'antenne. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir. Je vais donc énoncer quelque peu les propos de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes tous responsables de la paix sociale. La tension monte, on peut être gagné par l'émotion et se détourner de l'essentiel. Mettons bas la terre, cette pression qui monte ne nous arrange pas, n'arrange pas le pays. Il suffit de peu pour que ce qui arrive aux autres nous arrive. Il faut protéger la paix, disait-elle donc en face des fêtières syndicales. Herman Aboua, on commencera avec vous. J'aimerais avoir votre point. Réaction, c'est une réunion, donc cette réunion-là qui avait été planifiée depuis bien longtemps. C'est un quart de travail, ils se rencontrent souvent, vous parlez donc des problèmes des fonctionnaires. À l'entame de ces propos, Herman, justement, quelle réaction vous avez lorsqu'elle dit ça? Ben, c'est toujours intéressant que le gouvernement puisse échanger avec les acteurs syndicaux pour à l'effet de trouver des solutions aux revendications corporatistes. Ce que je note, c'est qu'en 2 mois, on a une quatrième réunion du comité consultatif. Et à cette rencontre-là, moi, j'attendais surtout la réponse qui devrait être donnée à la revendication principale des enseignants, puisque c'est à la suite du mouvement de grève des enseignants de l'éducation nationale que ce comité-là s'est réveillé, a pu travailler jusqu'à tenir 4 sessions. Et on n'a pas forcément eu des réponses de façon concrète. On demande encore à ceux qui revendiquent d'attendre, de planifier toutes les préoccupations dans ce sens-là. Autre chose que je pense, parce qu'à la suite de ces grèves, on a pu constater des ponctions de salaire de la plupart des enseignants, puisque cette grève a été suivie sur tout le territoire national, en tout cas en grande partie. On a vu cela, il n'y a eu aucune réponse là-dessus, aucune proposition de ce comité consultatif-là sur cette question. Il y a eu également les cas des mutations que moi je qualifie de mutations abusives. On a vu qu'un enseignant d'art plastique dans un lycée, le lycée d'Angré, modèle d'Angré, a pu interpeller sur la situation, la condition de travail des enseignants là-bas
et qui mettait les élèves en situation assez agaçante dans la recherche de l'excellence. Quand il a dénoncé cela, on a constaté que les tables-bancs sont venus effectivement... Vous parlez de la vidéo des tables-bancs qui a circulé. L'enseignant Fico a été muté pendant qu'il est avec son épouse, il est installé avec ses enfants installés à Abidjan. Il a été muté à une autre à une autre direction régionale d'éducation nationale jusqu'à, je crois que c'est à Ménignan. Et je trouve qu'en pleine année scolaire, ça veut dire que c'est suite à cette interpellation sur les conditions de travail des enseignants que ça a été fait. Et il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres enseignants, je crois 3 ou 4 autres qui ont été mutés, tous dans le Nord. Pendant que, quand on fouille bien, à la direction régionale, dans la direction régionale d'Abidjan, du DRENA d'Abidjan, il y a des besoins en termes d'enseignants dans toutes les régions. Ça veut dire que si on voulait faire une mutation objective et non pas de sanctions, on aurait pu les mettre dans ces directions régionales. Et je trouve que ces questions-là, le comité consultatif aurait pu se saisir de cela et faire des propositions à la ministre de tutelle. Oui, mais le comité doit planifier les revendications corporatistes avec les acteurs syndicaux. Donc ces questions-là, parce que ça peut créer quand même une certaine humeur auprès des enseignants qui voient aujourd'hui leur salaire ponctionné et des mutations abusives. Daouda, j'aimerais vous avoir maintenant pour avoir votre point de vue déjà sur cette session, cette rencontre, et aussi quelques éléments, juste éclairer nos lanternes. Alors, Herman a parlé de mutation. Est-ce que le statut général donc, de la fonction publique ne donne pas mandat à la fonction publique de pouvoir dire « nous décidons de pouvoir envoyer un fonctionnaire ici et là » et comment savoir, comment se rendre compte selon leurs besoins et comment jauger qu'une mutation est abusive ou pas? Votre réaction nous intéresse. Daouda, allez-y. Bon, je pense qu'on ne va pas faire de ça un débat, mais très rapidement. Oui, très rapidement, bien sûr. Du revers de la main, c'est qu'en tant que fonctionnaire ou besoin, si l'État estime qu'il a besoin de vous à Bouna, il vous envoie à Bouna. C'est la loi qui veut ça. Donc, du coup, je pense que... C'est dans le statut général. Ça est dans le statut général de la fonction publique. Donc, un fonctionnaire ne peut pas choisir le lieu où lui, il a envie de partir. C'est l'administration publique qui estime qu'elle a besoin de vous dans X ou Y région. Elle vous envoie là-bas. Quand j'ai fini de dire ça. Effectivement, tout à l'heure, pour revenir sur la rencontre d'hier, c'est le comité de dialogue social de la fonction publique qui a tenu sa 4e session. Je pense qu'il en a parlé. Cette rencontre même qui a été présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Oloto, avait pour objectif en fait d'informer les acteurs de la trêve sociale et de renforcer le dialogue. Cette tribune d'ailleurs a été le lieu pour elle en fait de mettre à plat et de surtout revenir sur les avancées du dialogue social 1 de 2017 et de 2022 pour maintenir la paix sociale. Je pense que vous avez donné un verbatim. Et elle est revenue justement sur les grèves récentes qui sont émixées dans le tissu social et elle les a appelées au dialogue et à l'apaisement. Maintenant, quand on regarde les demandes des enseignants, les enseignants en fait aujourd'hui réclament quoi? Des primes trimestrielles. Parce que c'est ça le nœud gordien du problème. Est-ce qu'il n'y a que les enseignants qui réclament des primes, justement? Justement, j'allais en venir, parce que bon, c'est eux qui actuellement qui font le porte-flambeau. Voilà, qui font le plus de bruit. Moi, pour ma part, j'estime que demander des primes trimestrielles, c'est légitime. C'est un droit. Parce que tous autant que nous sommes sur ce plateau, on a véritablement envie que Fabrice Aounian augmente nos salaires chaque jour. Là, moi, j'ai envie d'aller le voir pour qu'il mette 100 000 francs ou 200 000 francs de plus sur mon salaire. D'accord, revenons aux enseignants. C'est une autre revendication. Oui, ça, c'est une revendication. Maintenant, de mon point de vue, je pense que la revendication, elle est juste et légitime, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire une revendication sans le dialogue? Quand on décide d'aller sur le terrain, battre le pavé pour dire oui, il faut qu'on nous donne ça, il faut qu'on nous donne ci, en même temps, quand je me mets dans la posture, je regarde le point de vue du décideur. Lui, il dit, OK, il n'y a pas de problème. La question de la prime, on peut en débattre, on peut en discuter, parce qu'on ne peut pas donner la prime qu'à vous et vous seulement. Parce que, comme vous l'avez dit tout tantôt, les enseignants ne sont pas les seuls à demander la prime. Les agents de santé que Élisée Boulibou était en train de saluer tout à l'heure veulent des primes.
Les agents du ministère de la Culture veulent des primes. Différents corps de métier. Tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire veulent la prime. Donc, le décideur dit bon, ok, venons qu'on discute ensemble. On va voir dans un... Comment on appelle ça puisqu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau salarial entre les fonctionnaires, on va regarder tout ça ensemble. Il y a en interne certains qui ont des primes par décret, comme ceux du budget ou bien des finances ou des régies financières. Mais dans certains ministères, il arrive que les ministères eux-mêmes s'organisent en interne pour se donner des primes entre elles ou entre eux. Donc, on dit, bon, ok, peut-être c'est de l'argent perdu, on va mettre tout ça ensemble, on va essayer de regarder la grille indiciaire de chaque personne, de sorte à contenter tout le monde. Moi, je pense... Et elle demande donc un délai de 3 mois pour cela. Mais je pense que tout syndicaliste, dans sa posture, pourquoi est-ce qu'on va battre le pavé? C'est parce qu'on fait face à un mur, on fait face à des gens qui ne veulent pas discuter. Mais quand on a l'opportunité d'avoir face à nous quelqu'un qui veut discuter, parce que Christelle, il y a quelque chose qui est important concernant la prime en Côte d'Ivoire. Depuis les années 1960, en passant par, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, par Henri Konan Bédié, par Guy Robert, par Laurent Gbagbo, la question de la prime en Côte d'Ivoire était une question qui était taboue. Personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, grâce à la ministre d'État, ministre de la fonction publique, on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui dit « Ok, mettons la question sur la table ». Mais quand la personne décide de mettre la question sur la table, à chaque fois, on ne va pas lui mettre une épée de Damoclès sur la tête. Chaque fois qu'on essaie de discuter, on dit « Ok, on va battre le pavé ». Non, discutons, trouvons des solutions parce que les enseignants ne sont pas les seuls fils ou filles de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous fils et dignes filles de la Côte d'Ivoire. On a tous envie d'avoir aussi des primes trimestrielles. Je sais que même Marius Komoué a envie d'avoir une prime trimestrielle de la part de Fabrice Aouignon. Profiter de cela pour faire une revendication. Ah oui, bon, en même temps, boss, comme nous sommes là, pensez à nous. Merci beaucoup. Voilà. Écoutons, avant d'écouter Pascal, Marius Komoué, j'aimerais avoir votre point. Déjà, sur le point des primes, elle dit qu'elle consulte des experts. Il souhaite avoir 3 mois, l'effet justement de voir comment est-ce que cela va se passer. Est-ce que cette décision, cette information peut déjà faire dire on arrête pour l'instant tout ce qui est grève, le temps de voir 3 mois après ce qui va se passer, Marius Komoué? Mais ma très chère sœur, c'est la logique de l'action syndicale. Dans l'objectif, quand un syndicat se met en branle, c'est pour obtenir des acquis. Or, en face, Daouda l'a dit, il faut avoir une oreille attentive qui accepte bel et bien de recueillir vos préoccupations, vos mécontentements, vos angoisses, vos peines et vos souffrances. À la matière, Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, leur offre tout ce dont a besoin un syndicat. C'est-à-dire la table de discussion. Par le passé, pourquoi nous mettions en grève? Parce qu'en face, on n'avait pas justement de table de discussion, on n'avait pas d'oreille attentive à nos préoccupations. On débraie lorsqu'en face, il y a la mauvaise foi. On débraie lorsqu'en face, les gouvernants, les décideurs refusent de nous écouter ou donnent l'impression, de ne pas véritablement prendre en compte nos préoccupations. Dans le cas d'espèce, elle accepte bel et bien. Elle crée un cadre qu'elle rend d'ailleurs même institutionnel. D'ailleurs, ils sont à leur 4e session. C'est-à-dire que les réunions sont... Et elles ne manquent pas de dire on ne peut pas arriver à une solution sans paix sociale. On ne peut pas arriver à une solution sans concertation. On ne peut pas arriver à une solution sans dialogue, sans discussion. Mais c'est le rôle de l'administration publique, c'est le rôle de l'État. Parce que qu'en fait, le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, a en charge la gestion justement des questions qui touchent justement à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Daouda le disait, il n'y a pas que les enseignants, effectivement, même les agents des collectivités territoriales exigeaient tout récemment, eux aussi, des primes. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi dans d'autres secteurs, non les moindres, de l'administration publique qui exigent des primes. Des agents pénitentiaires exigeaient également des primes, etc., etc. Mais tout cela doit se faire dans un package. Et dans ce package, on doit pouvoir trouver les solutions pour contenter... Pour tous les corps de métier. Pour tous les corps de métier dont a en charge justement l'administration, l'État, l'administration publique, j'allais dire sinon l'État. Et donc, je pense que Madame la ministre d'État joue un rôle prépondérant parce qu'elle doit toujours appeler à la paix sociale. Elle doit toujours inviter les uns et les autres à la table de discussion. Et il revient aux syndicats
de comprendre la nécessité, parce qu'au final, si vous refusez la table de discussion et que vous entrez en grève, on sait ce que la grève des enseignants nous a coûté tout récemment. Je ne pense pas que ce soit ça l'objectif. C'est parce que certainement, ils ne trouvaient pas solution à leurs problèmes qu'ils ont dit débrayer. Maintenant, si on leur tend la table de discussion, eh bien, tant mieux pour eux. Alors, Pascal, est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous appréciez la démarche de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration? Il y a eu grève. Après la grève, tels ses propos, c'est vraiment quelque chose d'aller comme à un consensus, ouvrir les mémoires des uns des autres, leur faire penser à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous appréciez sa démarche, Pascal? Elle est dans son rôle aussi, Madame la ministre, et puis sa démarche est louable, elle ne pouvait faire autrement. Imaginez qu'elle tienne des propos contraires, ça n'est pas possible. La ministre est là pour rappeler aux uns et aux autres que l'État est disposé à écouter ses enfants, ses administrés, ses fonctionnaires. Donc quand la ministre, à l'occasion de cette session-là, leur tient ses propos, ce que je vois, ce sont des propos responsables, mais en face, je mets en balance aussi les deux parties. Autant le gouvernement est en droit de demander au G8, parce que c'est comme ça qu'on les a appelés lors de l'atelier bilan et même bien avant ces 8 grandes centrales syndicales que connaît notre pays, autant le gouvernement est en droit de leur demander de respecter ce qu'on appelait à l'époque la trêve sociale pour que la Côte d'Ivoire, qui sortait d'un long moment de crise, puisse prendre le temps de se construire. Et vous me direz, le temps de se construire, c'est combien de temps? Mais il y avait une espèce de consensus, et ce consensus-là mettait en place justement des cadres d'échange, soit. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher aux fonctionnaires, comme à tout autre citoyen, son droit à revendiquer quand il estime qu'il est lésé de certains de ces avantages ou d'avantages bien compris dans le cadre de la loi. Et même quand ces avantages-là n'existent pas dans le cadre de la loi, ce sont les hommes qui font évoluer les avantages sociaux. Il n'existait pas des congés payés il y a quelques années dans certains pays dont nous avons hérité de l'organisation. Donc oui, ce sont les hommes avec l'ensemble de leurs besoins qui font évoluer la loi. Donc on ne peut pas leur nier ce droit à revendiquer. Maintenant, comment le faire? Dans quel cadre le faire? Et quand le faire, justement? Et quand le faire? Ici même, à cette émission, on avait essayé de décortiquer l'ensemble des dispositions et dispositifs réglementaires. Et on avait vu que si on voulait les suivre, finalement, on ne faisait jamais grève. Mais en même temps, quand on a un gouvernement comme le nôtre qui met en place des dispositifs clairs et qui est toujours avec Madame la ministre qui a un petit côté maternel, ça il faut le reconnaître, qui est toujours en train de leur dire de se calmer, il faut regarder aussi le contexte global. C'est cela. Et le contexte global, pour terminer, c'est deux choses. La première, c'est que dans 10 mois, nous avons des élections. Ouais. Et il ne faut pas faire monter la tension. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion de tensions sociales que nous croyons internes, il y ait des forces externes qui s'en saisissent. Ça, c'est très important. C'est peut-être pour cela peut-être qu'elle dit qu'il suffit de peu pour que ce qui arrive aux autres nous arrive. Mais oui, quand un groupuscule est en ébullition, c'est facile pour certaines forces, et on se comprend, de venir profiter de la situation. Et je suis sûre que parfois, ça peut échapper à ce groupuscule-là même, parce que souvent, les forces en présence peuvent entrer en dissension. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut se rappeler de 2022, avec la prime ado exceptionnelle de fin d'année, avec l'élargissement de l'indemnité contributive au logement sur toute l'étendue du territoire à tous les fonctionnaires, avec la prime de transport revalorisée, avec les allocations familiales qui n'avaient pas été touchées depuis 1960 et qui sont passées de 2 500 francs à non pas au double, mais à 7 500. Ceci dit, oui, il faut continuer le dialogue et j'espère qu'on trouvera un terrain d'entente, mais il faut arrêter aussi de muter les gens et arrêter de dire que c'est le droit de l'État de muter qui veut. Oui, la loi dit cela, mais enfin, en pleine année scolaire, si cela est avéré, je parle au conditionnel, c'est avéré, ben, il ne faut pas muter un père de famille parce évidemment, il aurait pu utiliser les canaux réglementaires, parler à l'approviseur. Bon, il a fait cela. Là, vous parlez du cas de FICO qui a été muté à minuit. Il y a tellement de paliers de sanctions que je pense que la mutation, si elle a été effective et si elle est actée, je pense que ça c'est sévère selon vous. Elle est sévère. Pareil pour les enseignants du lycée d'excellence Alassane Ouattara. Très bien. De Grand Bassam. De Grand Bassam, voilà. Élisée Bouloubeu, vous avez donc écouté
tous vos amis sur ces points-là. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue justement sur les propos de Madame la ministre et le contexte. Ok. Moi, je ne serai pas long parce que je pense quand même que mes prédécesseurs ont dit plus ou moins l'essentiel. Hein. Je vais juste aller très vite. Pour ce qui concerne déjà, je vais dire, le dialogue, l'ouverture du dialogue, c'est quelque chose que moi je salue. Je pense que tous ceux qui me suivent ont toujours connu ma position sur cette question-là. Pour moi, tout peut se résoudre tant qu'on ouvre le dialogue. C'est pourquoi justement, je n'estime pas normal d'ouvrir, de fermer le dialogue. Voilà, il faut toujours ouvrir le dialogue, il faut toujours se rendre disponible pour échanger. Parfois, on se braque sur la base de certains préjugés, de certains a priori. Alors que le dialogue nous permet vraiment d'avoir les positions des uns et des autres et d'évacuer, je veux dire, les contentieux et éventuellement les incompréhensions. Donc déjà, l'initiative du dialogue, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est cela. Et c'est pourquoi moi, je tire mon chapeau à la ministre d'État et à tous ceux vraiment qui sont acteurs de ce dialogue-là et les invite à ne pas rompre. Maintenant, deuxièmement, il faut donner des chances à ce dialogue-là d'aboutir et d'accoucher de solutions qui soient des solutions durables. Comment cela est? C'est en cela que la dernière fois sur ce plateau ici, j'interpellais, je disais pour moi, ce n'était pas un très bon signal qu'on aille à la sanction des fonctionnaires. Des ponctions salariales. Les ponctions et puis même la suppression, parce qu'il y a certains dont le salaire était carrément suspendu, les mineurs, et puis il y a d'autres dont on a fait des ponctions. Ouais. Et on a vu que le mois qui a suivi, quasi totalement les enseignants, en tout cas, se sont vus ponctionner. J'ai dit ici, avant qu'on y arrive, que ce n'était pas des bons signaux. C'est vrai qu'on peut peut-être reprocher que les choses ne soient pas faites dans les règles de l'art. C'est possible. Mais en même temps, c'est comme un père de famille et son enfant. L'enfant peut ne pas certainement comprendre un certain nombre d'enjeux, mais toi qui es le père, tu sais tout de suite que, l'enfant il a dû se tromper. Dans la correction, on fait une correction qui soit à la hauteur quand même de la faute, ou bien on laisse tomber, on lui parle gentiment. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de créer un environnement, parce que c'est des signaux qui peuvent être contradictoires. Est-ce que vous rajoutez justement ces points-là, les points des mutations dont Herman et Pascal parlaient? Oui, si tant est que ça a été... Bon, là, je ne l'impute pas forcément à la ministre d'État, parce que c'est très sectoriel. Bien sûr. Voilà, ça, c'est vraiment dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation. Donc, il ne faut pas aussi faire trop d'amalgame. C'est vrai que les centrales syndicales peuvent l'envoyer dans le cadre des discussions, mais en réalité, je crois que c'est au niveau même de la tutelle qu'il faut ouvrir ce dialogue-là et cette discussion. Donc, comme je le dis, il faut éviter aussi de poser des actes qui soient de nature à crisper, qui soient de nature à durcir les positions. Autant, je le dis, pour les autorités, pour le pouvoir public, de ne pas aller dans le sens de prendre des initiatives qui durcissent les positions. Autant aussi, je le dis, des syndicalistes. On a aujourd'hui une opportunité d'avoir un dialogue qui s'ouvre. Il faut saisir toutes les opportunités, les occasions. Houphouët-Boigny le disait, je ne cesserai jamais de le répéter sur le plateau. Même quand on va au combat, quand on va au conflit armé, pour en sortir, on a oublié de s'asseoir pour dialoguer. Discuter. Faisons donc l'économie de toutes les pertes et de tous les dommages qui peuvent endurer des fractions rivales et aller dans le sens du dialogue. Voilà ce que je veux dire. Alors, oui, d'accord, mais on va progresser, pardonnez, parce qu'on on est pris par le temps. Et allons du côté, Herman, on va peut-être le faire un autre jour, allons du côté du PDCI-RDA. Alors, la conférence de presse tenue le mardi 3 décembre 2024 a abordé, c'était donc celui qui tenait la conférence, c'était le porte-parole du PDCI-RDA, M. Soumaïla Brédoumi. Il a abordé les tensions internes au sein du parti à l'approche de la présidentielle de 2025. Si la convocation de Billon fait grand débat, il a estimé que pour le président du parti, il n'a aucun problème avec Jean-Louis Billon. C'est un citoyen ivoirien, je le quote, c'est un citoyen ivoirien et jusqu'à preuve du contraire, un militant du PDCI-RDA. Au sein du parti, il existe des règles de fonctionnement et de discipline ainsi que des organes chargés d'y veiller. La paix et la cohésion au sein du PDCI-RDA sont-ils menacés? Herman Aboua, votre point. Il faut tout de suite dire que je pense que lorsqu'on peut comprendre que dans l'élan de son ambition en tant que candidat à la Convention pour briguer la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon est quand même dans ses droits en tant que militant d'avoir des ambitions, de vouloir présider le pays et de réclamer que la Convention, qui est l'élément, l'organe qui puisse décider de cela, puisse se tenir. C'est son droit. Ça montre aussi une certaine vitalité de la démocratie en interne. Moi, ce que je ne comprends surtout pas, c'est lorsque le débat n'est plus seulement le débat entre militants, entre les gens de la base, et que le secrétariat exécutif
c'est-à-dire la présidence même du PDCRDA, s'invite dans ce débat de salon et fait des points, des précisions sur l'attitude d'un militant. En quoi est-ce qu'on pourrait le dire, Jean-Luc Billon est fauté quand il clame partout qu'il veut être candidat. Question pour Verman. Lorsque le porte-parole dit qu'il existe au sein du parti des règles de fonctionnement et de discipline, ainsi que des organes chargés d'y veiller, est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'estime que Jean-Louis Billon peut-être va à l'encontre de la discipline du parti? Oui, mais la discipline, elle est constatée par des faits. Jean-Louis Billon n'est pas un militant qui peut demander à revendiquer son droit à être candidat à la convention du PDCRDA et qui demande nécessairement que cette convention-là se tienne. Surtout que il y a deux partis déjà qui ont annoncé leur couleur en faisant des conventions. Le MGC a porté Mme Gbagbo, Mme Simone Yves Gbagbo comme candidate le FPI de Pascal Affi-N'Guessan également. Donc, qu'il demande cela, c'est parce qu'il ne voit pas venir. Jusque-là, aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes les partis politiques, c'est vrai que le PDCI est très sur le terrain, mais est beaucoup sur le terrain, mais il n'y a pas aujourd'hui d'agenda clair pour tenir cette convention. Donc, il est en droit de demander cela, surtout qu'il est en tant que candidat face à un candidat souhaité par tout le PDCI, il est en position, il n'a pas d'autre tribune que ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait courir le PDCI, la direction du PDCI, qui tient des conférences même à l'effet. Moi, je pense que ces genres d'éléments-là, ça expose le PDCI davantage lorsque la direction du parti même se mêle dedans. Daouda, votre point sur ce sujet-là, que pensez-vous justement de la sortie de Soumaïla Brindoumi et de tout ce qui se passe au niveau du PDCI, la convocation de Jean-Louis Billon? J'ai vu la sortie de Soumaïla Brindoumi, que j'appelle affectueusement mon oncle. Je l'aime bien, mais bon, j'avoue que sur ce coup, j'ai trouvé un peu bizarre cette sortie pour partager l'avis d'Herman, parce que j'ai un peu mal. J'ai un peu mal et je souffre un peu dans ma chair parce que je te rappelle que je disais ici que le PDCI n'a jamais été aussi proche du pouvoir. C'était votre slogan il y a quelques temps. Voilà. Mais avec ces petites guéguerres, ces petites querelles intestines que je suis en train de voir, j'ai comme l'impression que le PDCI est en train de s'éloigner peu à peu de la prise du pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que nous ne nous voilons pas la face. Beaucoup d'Ivoiriens ont fondé leurs espoirs au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils estimaient que, toi, ce parti-là va venir challenger, en fait, le président Alassane Ouattara. Donc, si en interne, déjà, on commence à se tirer dessus, à boulet rouge, on a Emou qui tire sur Billon, on a Billon aussi qui tire sur, comment on appelle ça, sur Tidiane Thiam. Mais finalement, l'adversaire, ce n'est pas Billon, l'adversaire, ce n'est pas Thiam, l'adversaire, c'est Alassane Ouattara. Ça profitera à RHDP? Mais il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une convention au PDCI et que convention il n'y a pas, ou bien et que Billon ne se sentirait pas bien, ou bien qu'il parte au conseil de discipline, il est sanctionné, finalement, quand il finit d'être sanctionné au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? On est quasiment sûr que quand on se projette, forcément, on aura un Billon qui va quitter le parti peut-être, selon vous? Il sera candidat, pas quitter le parti, mais il peut être candidat indépendant parce qu'il l'a toujours dit, du vivant d'Henri Konan Bédié, et je ne cesse de le dire, je serai candidat. Et donc s'il est candidat, de vous à moi, si Billon est candidat, ses électeurs viendront d'où? Du RHGP? Non, je ne pense pas. Du PPACI? Ça, encore moins. Les électeurs viendront du PDCI, donc finalement, ils vont diviser les voix du PDCI. Or, il faut qu'il y ait un regain de vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu regardes les partis d'opposition en Côte d'Ivoire, entre les partis d'opposition même là, ils sont en train de se battre entre eux. Très bien. L'un ne veut pas mettre de serpents dans sa poche, il ne sait pas comment les enlever. Il ne veut pas des gens qui sautent comme des cabris. Bon, on se tape les uns les autres. Et qu'en interne, nous, on vient de se taper. Christelle, j'ai peur. Je souhaite véritablement pour la Côte d'Ivoire qu'on puisse avoir une opposition solide pour aller contre le président Alassane Ouattara, pour que la démocratie puisse s'exercer dans sa plus grande splendeur. Marius Komoé, pensez-vous qu'avec tout ce qui se passe au PDCI, la démocratie puisse s'exercer avec toute
la splendeur, comme le disait Daouda. Votre point de vue? Je ne voulais pas être pessimiste sur la question, mais tout porte à croire que je devrais observer quelques frissons face à tout ce que nous entendons, face à tout ce que nous lisons par presse interposée. Parce que je n'arrive pas à m'expliquer en tant qu'observateur de la vie politique du PDCI, dont je ne suis membre d'aucune de ces instances de décision, mais en tant que citoyen, observateur, d'ailleurs je ne suis d'aucun parti politique, mais j'observe tout simplement que dans le fonctionnement du PDCI-RDA, c'est un parti démocratique. Et ce parti l'a toujours revendiqué la démocratie. Et d'ailleurs, le premier patron de ce parti qu'il a porté sur les fonds baptismaux, qui n'est autre que le président Houphouët-Boigny, puis lui a succédé le président Henri Konan Bédié, ont toujours prêché donc la voie du dialogue. Et donc, au sein du PDCI, il y a des instances de gestion d'un certain nombre de conflits. Vous avez le comité des sages, vous avez le secrétariat même exécutif, vous avez le bureau politique, jusqu'à ce qu'on ait le conseil de discipline. Bon, le monsieur dit, je veux être candidat. C'est un droit. Pour moi, c'est un droit. Ce n'est pas parce qu'on a élu au sein d'un parti politique à un congrès un président à la suite du décès du président en exercice, que ce président élu au Congrès soit de facto le président du parti qui soit le candidat. Est-ce que c'est l'objet de la querelle principale? Est-ce que cette candidature, selon vous, est-ce que c'est la candidature de Jean-Louis Billon qui pose problème, justement? Mais bien entendu, parce qu'au final, je ne vois pas en quoi dire en quoi M. Billon, en demandant à être candidat pour le compte du parti, demandant à porter les couleurs du parti, a péché ou viole les textes. Parce qu'au final, j'aurais pu comprendre qu'il y a un consensus sur un seul et unique individu. Mais là, il y a un cadre. Si les autres cadres du parti n'ont pas l'ambition de porter les couleurs du parti à une présidentielle, mais M. Billon, lui, exprime cette volonté. Alors donc, allons-y à une convention, parce que même sous Bédié, la convention avait toujours eu lieu. Sous Houphouët, la convention avait toujours eu lieu. Billon réclame les bureaux politiques, Billon réclame la tenue donc des bureaux politiques et la tenue de la convention. Allez à la convention et puis les militants et les cadres décideront de qui va apporter les couleurs du parti. C'est tout que de le convoquer devant un soi-disant conseil de discipline. Pas un soi-disant, c'est un conseil de discipline. Oui, mais il y a le comité des sages qu'on aurait pu utiliser pour colmater les brèches. Mais quand on va à un conseil de discipline, c'est pour des sanctions très souvent. D'accord, mais ce n'est pas un soi-disant conseil de discipline, c'est un conseil de discipline du PDCI-RDA, pardon. Et la comparution se fera entre le 9 et le 10. On attend de voir. Merci, Marius. Pascal, j'aimerais avoir votre point de vue justement sur toute cette affaire. Le candidat, le déclaré candidat, en tout cas, il ne le cache pas, mais depuis bien longtemps. Ça fait plusieurs années que nous savions que le président Bédié, paix à son âme, avait tait les velléités de M. Jean-Louis Billon, mais même à ce moment-là, sur plusieurs chaînes, dans plusieurs médias, lors de plusieurs prises de parole, il avait dit qu'il se présenterait aux élections présidentielles via son parti. Mon point va s'attarder sur ce que demande M. Jean-Louis Billon. Vous parliez des procédures du Conseil de discipline. Oui. Son cabinet d'avocats dit qu'en attendant qu'il ne revienne, puisqu'il ne dit pas qu'il ne veut pas se présenter, mais il demande un report, il demande le règlement de procédure du Conseil de discipline et de l'ordre du bélier, s'il en existe. C'est un vieux de la vieille, c'est un vieux routier. Il connaît les arcanes et les dispositions du parti. Donc s'il demande à regarder avec ceux qui disent qu'il est en contradiction avec les textes du parti, de lui montrer, en tout cas de les préparer, il est bon joueur quand même, de préparer les dispositions qu'il a violées, il sait de quoi il parle. Parce que pour convoquer quelqu'un, pour dire à cette personne, vous avez violé telle ou telle disposition, il faut les sortir, ces dispositions. Il dit ensuite qu'il demande l'acte de saisine du secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif en date du 14 octobre, et les auditions des plaignants primaires du 21 novembre. Donc, il veut qu'on le confronte avec tous ceux qui disent que.
Et il veut qu'on le confronte aussi avec les tests qui sont censés avoir été violés par l'ensemble des activités qu'il mène. Après, tout est question de perception. C'est cela. Et on rejoint ce qu'on disait dans nos premières interventions avec les enseignants et la ministre. À un moment donné, ils vont s'asseoir. La vraie question, c'est après combien de casses au sein du parti et est-ce que il sera encore temps pour aller en ordre de bataille rangée à la présidentielle. Ça va être ça le vrai enjeu. Et il faudra vite se décider, à mon avis. Merci Pascal pour cette intervention. On termine avec vous, Élisée Boloubeu. Pensez-vous qu'il y a vraiment péril à demeure ou c'est juste le jeu démocratique qui s'exprime, Élisée Boloubeu? Non, moi je maintiens ma position d'il y a quelques jours sur ce plateau. Je pense qu'il ne faut pas en faire un peu trop concernant ce qui se passe au PDCI. Je pense que ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Un parti est régi par une organisation, par une discipline. Si à un moment donné, les instances du parti estiment qu'un militant, fût-il membre du bureau politique ou même du secrétariat exécutif, a tendance à aller à l'encontre de la décision du parti, c'est le droit du parti d'interpeller ce cadre-là. Et c'est ce que le PDCI fait. Le PDCI estime que le président Billon à des prises de position, à des sorties dans la presse qui soient de nature à entamer la cohésion du parti. Donc c'est naturel que le parti décide à un moment donné de l'entendre. Moi, je ne vois vraiment pas d'inconvénient à ce niveau. Pour moi, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Ça, le parti le prévoit, les tests du parti le prévoient, les instances du parti le prévoient. Maintenant, est-ce que l'attitude de Billon est une attitude normale ou pas, je n'irai pas jusqu'à préjuger. Mais je retiens une chose, quand on est dans un parti, surtout un parti structuré comme le PDCI, parce que je ne pense quand même pas qu'on me dirait que c'est un parti aujourd'hui qui est déstructuré, il paraît 75 ans d'existence, un peu même plus que ça, on ne peut pas dire que c'est un parti qui est déstructuré. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait, Jean-Louis Billon, qui serait anormal en fait? Quelques points, c'est ce que je dis. Je dis que quand on n'est pas, ou du moins quand on a un souci avec la manière dont les affaires sont conduites dans le parti, je pense que le parti en lui-même à des organes dans lesquels on expose ces problèmes-là et puis on essaie d'y trouver des solutions. Je pense que la première démarche n'est pas de se répandre dans la presse, parce que ça peut entamer d'une manière ou d'une autre la cohésion. C'est une question même naturelle. On est dans une famille, on a un problème en interne à la famille. Pourquoi en Afrique on dit le linge sale se lave en famille? Parce qu'à un moment donné, on sait que quand plus on sort avec cette affaire, on étend le champ des belligérants et ça devient plus difficile de rattraper par la suite. Donc s'il y a des organes qui sont dans le parti qui prévoient ça, on saisit ces organes et puis on essaie de les régler. Mais aussi, je trouve pour ma part que la sortie du porte-parole du PDCI, pour moi, n'est pas adéquate concernant la question de Billon. Parce que vous ne pouvez pas reprocher à Billon ce que vous-même vous faites en ce moment. Est-ce que c'est pas en réponse? Mais quand Jean-Louis Billon dit, par exemple, que le PDCI devient un club de soutien... Jean-Louis Billon, qui est un militant, qui est un responsable, qui est un cadre du parti, peut peut-être s'adonner à des sorties comme ça, quoique ce n'est pas utile pour le parti. Mais vous qui êtes maintenant le garant du parti, porte-parole, qui êtes en autorité dans le parti, en réalité, c'est à vous d'avoir la retenue la mesure possible. Parce que quand vous venez et que vous livrez M. Jean-Louis Billon à la vindicte populaire en disant que c'est quelqu'un qui a été saisi parce qu'il y a une indiscipline, un certain nombre de choses, vous-même, le reproche que vous lui faites, c'est le même reproche que c'est la même attitude que vous avez. Parce que vous lui reprochez de se répandre dans la presse, de dire un certain nombre de choses qui entament la cohésion. Mais quand vous donnez une réponse pareille à la presse, mais vous aussi, bien évidemment, c'est une conférence de presse, vous aussi, vous ouvrez encore de plus la boîte de Pandore. Ce qui aurait été juste pour moi de faire... Que devrait-il faire, oui. Oui, mais c'est justement lui, il prend la hauteur, lui en tant que porte-parole. Et de dire que c'est une question interne au PDCI. Le PDCI dispose des structures et d'organes qui est en charge de résoudre ce genre de problèmes et donc on va le régler au sein du parti. Mais ça ne va pas devenir encore donner du grain d'amour à ceux-là qui veulent vraiment, et je vais dire, faire voler en éclat le parti. Et c'est là que je trouve que, excusez-moi du thème, mais aujourd'hui le PDCI gagnerait, je n'ai pas de leçon, ça je le dis vraiment humblement à donner à quelqu'un, mais il faut vraiment qu'on puisse revenir aux fondamentaux du PDCI que nous a montré Félix Houphouët-Boigny, cette sagesse-là, dans la gestion des affaires qui peuvent même être des affaires difficiles. Ça, vraiment, c'est important. Élisée, je reste avec vous. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, on peut espérer que les militants du PDCI pourraient peut-être désespérer du parti et ne pas pouvoir porter le candidat ou les candidats qui sortiront? Non, désespérer, c'est un peu trop du dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas aussi donner une proportion qui n'en vaut pas la peine à la chose. C'est des hommes, c'est des humains. Et sur cette base-là, on peut poser des actions qui peuvent être des actions qui ne sont pas parfaites, parce qu'on est des hommes, on est faillible, pardon. Bien sûr. Donc sur cette base, on peut faire des erreurs. C'est juste de se dire cela. Il y a une erreur qui a été faite. Maintenant, comme je le dis, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, c'est ça qui devient diabolique. Donc on va espérer qu'on n'aille pas jusqu'à devenir ou avoir des attitudes diaboliques, c'est-à-dire en tenant compte de l'erreur, en nous ressaisissant et puis en essayant de rectifier.
Un dernier point, Herman. Ouais, rapidement, bon, je voulais d'abord, certains ici ont estimé que le PDCI était peut-être en train de chavirer. Moi, je ne crois pas. Le PDCI a montré, Élysée l'a dit, hein, plus de 75 ans d'existence, a vécu des crises. La plus forte crise, c'était la crise même de la disparition du PDCI-RDA. Avec la paix du pouvoir, même avec le coup d'État 99. Ouais, moi, je parle de la crise en termes de partis politiques, après leur alliance avec le RHDP et le RDR pour former le RHDP. C'était fort. Et là, on a vu même d'ailleurs un des acteurs qui ont pu maintenir le PDCI-RDA sur ce cap-là, c'est Jean-Louis Billon. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est vrai, ils ont toujours cette capacité-là à pouvoir rebondir. Je ne crois pas que cela puisse inquiéter. Et je ne crois même pas que le PDCI aille à une convention et que Jean-Louis Billon ne soit pas choisi. Vous allez voir son attitude. Certainement, il va appeler les militants du PDCI-RDA à soutenir le candidat qui a été choisi. Pour le PDCI, on n'en sait rien. oui, on n'en sait rien, mais le PDCI est toujours retombé sur ses deux pieds, pour ne pas dire ses deux pattes. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient un certain départ de militants. C'est rien du tout, en fait, tout ce qui se passe. C'est rien du tout. C'est des crises, ils ont eu à traverser des crises un peu plus dures que celle-ci. Très bien. Alors, Daouda, très rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes à 11 mois d'une élection. Est-ce que c'est rien du tout, comme Herman l'a dit, selon vous? Bon, c'est son opinion, je respecte son opinion. Oui, mais votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que je trouve que nous sommes à 11 mois d'une élection et l'élection présidentielle se prépare à partir de l'année où le président a été élu. Donc ce n'est pas à 11 mois d'une élection, l'heure est à l'union. L'heure est à ce qu'on se mette ensemble en ordre de bataille pour aller en griffe combattre celui qui occupe le poste présidentiel. Mais si déjà en interne on a des divisions, forcément, il va se trouver des gens qui vont s'exacerber. Il y aura des perditions? Il y aura des perditions forcément. Et donc, dit comme ça que ce n'est rien, je pense que, bon, je ne sais pas ce que ça cache, mais pour moi, il y a quelque chose. Je dis clairement, j'aime bien le PDCI. Ils ne sont pas loin de prendre le pouvoir. C'est le moment. Ils n'ont jamais été si proches. C'est le moment. C'est le moment pour le PDCI. Et donc, que Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon mettent de côté leurs égos et qu'ils s'asseyent à la même table pour discuter pour la conquête du pouvoir. Très bien, on a terminé malheureusement, il est 42, mais je voudrais juste vous dire que nous aurons en seconde partie monsieur le colonel Bleu Charlemagne. Avec lui on parlera donc du festival Tompini Dale, la présentation du trophée Coupe du Monde de Maracana au festival Tompini Dale, et ensuite le salon de la musique d'Abidjan avec le directeur général adjoint du Burida. Et la plateforme est toute belle, une invitation particulière au porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bridoumi, qui a toujours répondu à notre invitation. Nous aimerions en tout cas vous avoir ici à l'effet d'éclairer nos lanternes sur tout ce qui se passe au niveau de votre parti. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Ils sont toujours là, sauf Daouda qui nous a quittés, Pascal toujours là, Marius Komoé, Élisée Bouloubeu et Herman Aboua. Nous avons donc cette deuxième partie à diviser en deux invités à un tout petit point. Commençons donc par le live TV 2 minutes. Alors, vous avez une petite activité ou un commerce. Vous travaillez dur chaque jour pour changer votre vie et celle de votre famille et il vous faut une aide. Vous avez besoin d'aide, un peu d'argent pour grandir ou évoluer. Bon, pas besoin de business plan ou d'avoir fait de longues études. Dites-nous simplement dans une vidéo d'1 minute pourquoi on devrait vous choisir et comment vous comptez réussir via WhatsApp au 01 60 61 55 64. En cette saison de fin d'année, les amis, c'est juste... Le Père Noël avant l'heure. Voilà, le Père Noël avant l'heure, c'est de s'entraider, aider et voir ceux qui ne peuvent pas avoir les moyens de pouvoir aller mener à bien leur projet. Ben, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer dans 1 minute, dans une vidéo d'1 minute, sur le 01 60 61 55 64, pourquoi vous devriez être choisi pour bénéficier de cette aide-là. Voilà. Alors, quand on finit de dire tout ceci, nous allons parler maintenant du lancement du festival et surtout de la présentation du trophée Coupe du Monde de Maracana au festival Nidalais. Et c'est avec le colonel Bleu Charlemagne
que nous allons donc faire cet exercice-là. Il est président de la Fédération internationale de Maracana. Et pendant qu'il arrive, vous, Herman, vous connaissez bien le colonel Bleu Charlemagne. Oui, le championnat qui a été le championnat mondial de Maracana qui a été remporté même par l'équipe de Côte d'Ivoire, dont je connais très bien le coach Guy Hervé, que je salue et lui dis félicitations. Mais j'attends le butin que la Côte d'Ivoire lui a remis à l'équipe. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être le colonel va nous donner des précisions là-dessus. 200 millions de francs CFA. Et vous n'avez pas encore vu? Vous devriez voir, Herman, vous êtes du comité. Mais nous tous, on a supporté la Côte d'Ivoire. Bon, mais Très le bien. colonel Bleu Charlemagne est également le porte-parole de la police nationale. Très bien. Bon, il n'est pas là pour cela, justement. Bien entendu. Président de la Fédération internationale de Maracana. Bonsoir, colonel. Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Merci pour l'honneur. C'est notre privilège. Alors, vous êtes là pour nous parler de la présentation du trophée Coupe du Monde de Maracana au festival Tonkpi Nidalé. Pourquoi aller présenter ce trophée à ce festival-là qui est du Tonkpi? Pourquoi? C'est important, mais c'est une coïncidence, madame. Ah, d'accord. Après donc le carré de la présidence de la République, où nous avons été reçus le 21 novembre dernier à l'auditorium de la primature, il était donc de bonne loi que les populations ivoiriennes qui se sont appropriées de cet événement et qui nous ont amenés et poussés à la victoire puissent également avoir droit à la présentation à travers ce que nous avons dénommé le trophée Tour, donc la Mara Monde. C'est dans ce cadre-là que l'Ouest nous ouvre les bras. C'est une étape. Après ça, nous irons partout dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, Dieu voulant, à partir de 2025 avec la Coupe. Mais là, à l'instant, le festival Tonkpi Nindalé qui commence donc le 11, du 11 au 15 11 décembre. 11 décembre, va donc nous accueillir. C'est une opportunité unique puisque c'est annuel et donc c'est un des grands festivals du district des montagnes qui va donc regrouper tous les arts vivants des régions donc, de notre district, région du Tonkpi, du Cavali, du Guémon, les trois grandes régions. Et donc on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Pascal, question. Je suis absolument ravie que ce trophée décide de commencer sa tournée, parce que vous avez dit que s'il plaisait à Dieu, vous ferez toutes les régions de Côte d'Ivoire et que vous le présentiez à ce festival-là. Qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver? Comment vous faites la mise en scène de tout ça? Quels sont les... Ne dites pas tout, mais... Je veux le festival est à sa 7e édition. C'est vrai. C'est un festival, j'allais dire, qui prend donc de l'expérience. Il part donc du concours donc, que les gens appellent communément Miss, mais Sanga, passant par le moment des enfants, les concours culinaires au niveau des femmes, les jeux et sports patrimoniaux, justement. Au cours de ce festival, au niveau des Jeux et sports patrimoniaux, le patron de ces Jeux cette année, c'est le ministre Adjé Slas, délégué au sport. Donc, naturellement, quand on a gagné la Coupe, on a préféré donc commencer par là, puisqu'il va être présent dans l'Ouest montagneux. Et puis après, on n'est même pas encore allé à Dabou, à Korogo, à Boisseau, à Yamsoukro, chez le père fondateur, à Zopé, à Béoumi, à Boisseau, etc. Ça sera à Bengourou, cette donc, tout le monde veut voir la coupe. Voilà, tout le monde veut voir la coupe. Et donc, nous y arrivons. C'est à 14h, le mardi 10. Mardi 10 à 14h, la coupe arrive. La coupe arrive. On se dirige à travers une parade à la préfecture donc, des régions. Le représentant du chef de l'État va nous recevoir. Après, il aura les civilités au roi et chef traditionnel, grâce aux bénédictions desquelles nous avons pu vaincre l'ogre béninois, nos adversaires. Ça a été un parcours sans faute. Ce n'est pas Mergueux qui va nous dire le contraire. Il a tout suivi. C'est votre neveu, c'est ça? Bon. En tout cas, il porte ce festival de tout son cœur. Voilà, vous avez donc compris que c'est 5 matchs, 5 victoires. Et donc, au bout de cela, sans bénédiction, on ne peut pas le faire. On sort de là et il y aura donc une parade populaire le lendemain à partir de la préfecture donc, de région jusqu'à la place Nindalé où les populations vont nous attendre à partir de 10h le mercredi 11 décembre.
Très bien. Herman, question. Ouais, j'ai deux petites questions. Hein. Oui. La première, c'est vous êtes l'organisateur principal de Maramonde. Oui, c'est cela. Lorsqu'on voit, vous vous réjouissez vraiment de la coupe, comme si vous étiez finalement l'acteur principal, plutôt aux côtés des éléphants de l'équipe ivoirienne. La deuxième question, on a dit Maramonde, on a vu l'équipe des États-Unis, de plusieurs pays, mais finalement, c'est beaucoup de personnes qui ressemblent finalement à des Ivoiriens. C'est une activité, c'est un tournoi qui est pour la diaspora plutôt que, effectivement, des nations qui se soient engagées à ce tournoi. Non, pas forcément pour la diaspora. C'est d'ailleurs même une fierté pour nous que vous ayez vu dans les équipes belges, dans les équipes, parce que c'est de ça vous parlez, dans les équipes donc Canada et tout ça. J'allais dire aujourd'hui que c'est une fierté et ça devait l'être pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Pour une fois, on a un instrument d'influence. Vous avez pris le ping-pong aux États-Unis, l'équipe nationale aux Jeux Olympiques, le ping-pong à Paris, c'était essentiellement des Chinois. Mais vous devez être fiers que autant la Corée du Sud, la Corée porte le taekwondo, autant aujourd'hui l'Afrique doit pouvoir porter une discipline sportive où tout le monde doit venir à chose. Aujourd'hui, Abidjan est le carrefour donc, mondial du Maracana. Quelle grande fierté. Nous avons inventé le Maracana. Nous devons y être performants jusqu'à ce qu'un jour on y soit détrôné. Mais ce n'est pas le président de la Fédération mondiale qui vous parle. C'est l'Ivoirien Bleu Charlemagne, qui est le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée qui vous parle, qui plus est porteur donc de sa culture au niveau du festival Nindalé, où je suis le président de la commission sport et jeux patrimoniaux, pour dire qu'on a les pieds dans la tradition. Très bien. Écoutons Élisée. Bon, le neveu va parler en dernière position. Écoutons Marie. Il aimerait beaucoup. Alors, Président, vous invitez à ce festival donc, le peuple Ibo du Libéria. Du Nigeria. Du Nigeria. Il y a les Guyo aussi du Libéria. Exactement, surtout ceux de Libéria, mais également du Nigeria. Vous invitez également le peuple d'An et ceux du Sud Comoé. À quelle fin? Surtout pour ceux qui sont nos frères frontaliers. Ça colle justement au thème de cette année, culture et intégration. Vous savez que le Libéria, donc que ce soit même le Nigeria, que ce soit la Guinée forestière, la Guinée tout court, tous ces pays donc, de l'Ouest africain n'ont pas de frontière avec la Côte d'Ivoire en réalité. Ils sont ici comme étant chez eux. Et donc la culture doit pouvoir mettre en exergue cet esprit intégrateur de l'Ivoirien. Un brassage. C'est de ça qu'il s'agit, essentiellement. Donc, ils sont invités. Le peuple du Sud Comoé, c'est nos beaux, c'est nos frères. Et c'est 7 royaumes qui arrivent. Nous sommes fiers. Ils sont une délégation forte de 150 personnalités qui arrivent et qui seront avec nous pendant les 4 jours du festival. Quelles sont les dispositions prises pour accueillir tout ce monde? Mais naturellement, on est à la 7e édition. Donc, il y a une petite expérience, toute modestie gardée, qui nous permet, donc, pas forcément de les mettre dans les hôtels, hein, non, pas du tout. Chez l'habitant. Chez l'habitant. Ils vont chez les habitants pour familiariser. Ils vont se familiariser pendant au moins une semaine à nos mets, à nos traditions, à nos us et coutumes, pour qu'au sortir de là, on puisse également faire les échanges avec eux. Ils nous apportent beaucoup. Très bien. Voilà. Écoutons pour la dernière question, donc, celui qui porte ce festival là sur ce plateau de toutes ses forces, Élisée Boloubeu, déclaré neveu ce soir. Avant que voilà, on termine avec vous, Élisée. Avant que je ne pose la question, permettez quand même d'enfoncer le clou, voilà, qui a été déjà plus ou moins planté par M. Bleu Charlemagne. Déjà, hein, je vais dire sur la question de Marius, une des choses, des spécificités en tout cas du peuple d'An, c'est un peuple très hospitalier. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, de plus en plus chaque année, il y a plusieurs peuples qui vont participer au Nindalé. Et ils ont l'occasion de découvrir ça. Mais mieux, on a voulu tous ces peuples-là parce qu'on partage des similitudes. Quand vous prenez par exemple le peuple Ibo, vous allez voir que dans les habitudes alimentaires, même dans les tenues vestimentaires, on se rapproche beaucoup. Et vous verrez que effectivement, c'est les Occidentaux, j'allais dire, qui ont vraiment créé les frontières. Sinon, en réalité, c'est vraiment un même peuple. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant pour que les gens comprennent qu'au-delà des positions qu'on peut avoir,
c'est vraiment important de rester unis au travers de la culture. Votre responsable. Ça, c'est déjà la première chose. La question maintenant, c'est sur les jeux patrimoniaux. Voilà, quels sont effectivement ces jeux patrimoniaux-là? Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Si on peut nous définir un peu pour que les uns et les autres sachent à quoi ils auront affaire, en fait. Élisée, merci. Vous le dites certainement pour la gouverne de ceux qui nous suivent. Bien sûr. Mais sinon, vous êtes un initié. On en a une pléthore. Hein. Ça part donc de la course de masse, donc qui est athlétique, donc où vous avez le masse et en face, vous avez donc celui que le masse poursuit, qui vient défier pour la circonstance au nom de son canton, au nom de sa tribu, donc le masque. Et puis, après, c'est vice-versa, hein, c'est réciproque. Quand tu as fini de courir contre le masque, après, c'est votre équipe qui vient maintenant et constitue le masque contre donc celui qui est visible. Donc c'est de l'athlétisme. Et ça dénote de la vigueur, de la jeunesse de notre région. Ensuite, il y a la lutte traditionnelle. Il y a la lutte traditionnelle en sus. Vous avez les jeux de force qui sont également une forme de lutte, mais avec d'autres règles. Vous avez le jeu de toupie. Oui, il y a plusieurs jeux comme ça qui seront le jeu de ballet. Etc., les contes et légendes. Et cette année, l'innovation sera donc les masques traditionnels de nuit qui ne sont pas visibles initialement par les femmes. Je savais. Par les femmes. Et donc, même les hommes non initiés ne doivent pas les voir. Cette année, nous sommes en train de tout faire pour mettre cela en exergue dans des enclos pour que nos jeunes, nos enfants puissent aller à cette initiation qui a tendance à se perdre. Très bien. Si vous aviez un dernier mot, justement, colonel. Mais c'est de faire en sorte que tous, autour donc du préfet des régions et du leader de Pascal, soient donc de la partie à partir du 10 jusqu'au 15. Le PCA du festival, le docteur Albert Touakes-Mabry, invite l'ensemble donc des populations du district des montagnes et de la Côte d'Ivoire, au pluriel. Tout ce qui est comme culture aujourd'hui est attendu à Mans. Il vous l'a dit, nous sommes très hospitaliers à tout point de vue. Qu'ils viennent, c'est la fête. Voilà. Merci beaucoup et on espère en tout cas avoir le temps, la capacité de dire. L'Élysée, vraiment. Merci beaucoup, M. Bleu Charlemagne. Vous êtes le président de la Fédération internationale de Maracana, président des Jeux patrimoniaux du festival Tompini d'Alep. Et vous étiez là pour la présentation non seulement du festival, mais pour le trophée Coupe du Monde du Maracana à ce festival qui aura lieu du 10... Du 10, non, du 11. Le festival commence le 11 jusqu'au 15. Jusqu'au 15 décembre. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci, madame. On reste toujours dans la sphère culturelle en Côte d'Ivoire pour recevoir maintenant le directeur général adjoint du Burida, président du comité scientifique du Salon de la musique d'Abidjan. Musique, source de cohésion sociale et développement économique. Pour en parler, Serge Akpatou, directeur général adjoint du Burida et président du comité scientifique du Salon de la musique d'Abidjan. Bonsoir DGA. Quelle est la différence entre le festival de la musique et ce salon de la musique? Déjà, je pense que le festival de la musique a pour objectif de mettre en exergue certains rythmes musicaux ivoiriens, alors que le salon est l'occasion d'une rencontre entre les activités, les entreprises et les acteurs qui œuvrent dans le secteur musical, de la création à la consommation du bien musical en question. Combien de jours le salon? 3 jours, le 5, donc à partir de demain, le 5, le 6 et le 7, les 5 et 6 ayant pour théâtre d'organisation le Palais de la Culture et le 7, l'auditorium de Live TV, ici même. Erwan? Ma question, on constate que depuis les premières éditions, les artistes ne se sont pas encore appropriés cet événement qui est un salon qui traite vraiment des thématiques qui les concernent. Qu'est-ce qui motive, enfin, je ne dirais pas qui motive, mais qu'est-ce qui crée, occasionne cet état de fait-là? Je dirais ce paradoxe, cette défaillance justement de la population artistique à ce type d'occasion n'est pas propre qu'à ce salon. Malheureusement, lorsque nous organisons
tant au niveau du Buruda qu'au niveau de certains privés, ce type de rencontres au cours desquelles les acteurs culturels ont la possibilité de confronter leurs expériences ou de se former à l'approche d'autres experts, malheureusement, ils ne répondent pas présents. Et c'est justement un défi que nous voulons relever à l'occasion de cette 4e édition du SAMA, en invitant aussi bien les acteurs culturels que le pouvoir public, mais aussi la communauté des pirates, c'est-à-dire que ceux qui ont pour habitude d'utiliser les œuvres de l'esprit en violation des droits d'auteur et des droits voisins, à venir se renseigner et se conformer à la pratique légale, à la consommation légale des biens culturels. Pascal? Moi, j'ai bien aimé votre terme, la communauté des pirates, qui fait beaucoup de mal à la musique, mais je pense que de moins en moins, parce qu'avec la digitalisation et les plateformes, c'est devenu plus compliqué, mais enfin, c'est vrai qu'ils sont très ingénieux. Je voulais m'intéresser au thème qui s'adresse à la jeunesse. Je pense que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de jeunes qui profitent des commentaires pour dire qu'ils recherchent soit un producteur, soit du public, soit du financement. Comment vous arrivez à faire que ce salon soit populaire et que les jeunes sachent aujourd'hui que quand on dit industrie musicale, il y a tous ces acteurs que vous invitez là. On peut être manager, c'est un métier. On peut être chanteur. Voilà. De plus en plus, il y a eu une époque où quand on était footballeur ou chanteur, les parents n'étaient pas très d'accord. Je pense que maintenant, ils sont de plus en plus. Mais les jeunes ne voient pas forcément les circuits. Comment vous faites pour que ce salon soit populaire et, entre autres, je vais vous communiquer ici, mais vraiment, est-ce que vous faites des actions de terrain pour que vous ayez du monde? Ok. Permettez-moi de rebondir sur un point de votre argumentaire tout à l'heure. Vous avez dit qu'avec le développement des TIC, on a moins la possibilité de violer les droits d'auteur. Justement, c'est l'inverse. C'est vrai? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on reproduit plus facilement de la musique à moindre coût et avec une qualité sonore quasiment équivalente. Alors que par le passé, quand on était à l'ère analogique, il était plus difficile de le faire. Aujourd'hui, quand vous prenez une pratique qui s'est, je dirais, libéralisée, je prends l'IPTV, que vous connaissez tous, la plupart d'entre vous, je ne dis pas moi parce que moi je n'en ai pas, possède cette application qui lui permet d'avoir accès à des multitudes de chaînes de télé ou de plateformes de streaming, c'est du piratage. Ça, c'est une accusation. Vous dites la plupart de nous, sauf vous. Non, je dis que moi, en tant que... Non, ici, on ne connaît pas. Non, je ne parle pas de vous en tant que président sur le plateau, je parle des populations. Bien sûr, on arrivait. Enfin, certaines populations. Tout à fait. Non, mais sur la base de statistiques qu'on a pu faire, parfois le défaut d'information fait que le recours à la musique se fait plus par la voie illégale, par la voie illicite que par la voie licite. Donc, pour répondre à votre question, nous allons dès demain présenter des données chiffrées. Aujourd'hui, le secteur des industries culturelles et créatives génère plus de revenus au plan mondial que l'industrie automobile. Ce secteur génère plus de revenus que l'industrie du luxe. À titre d'exemple, en 2023, le secteur des industries culturelles et créatives a généré en termes de revenus plus d'1,125 milliard de francs CFA. Oh my God. Donc vous voyez, ça donne un peu des céphalies. Ce qui rassurerait, c'est que ça profite aux artistes. Non, mais justement, c'est que dans l'écosystème de l'industrie musicale, il n'y a pas justement que les artistes. Et c'est sur ce point que nous voulons insister, c'est-à-dire qu'au salon, il y a une chaîne en dehors, tout à fait, de la création à la production, en passant par la distribution et la promotion, il y a un ensemble de métiers d'ordre technique qui impliquent des compétences vers lesquelles les jeunes ont tout intérêt à s'orienter pour non seulement s'enrichir, mais enrichir l'artiste pour lequel, ou le producteur pour lequel, ou la structure de communication pour laquelle il travaille. Très bien. Élisée? D'accord. J'ai vu que le thème, c'est l'industrie musicale et l'opportunité d'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez de données chiffrées qui montrent en fait le nombre d'emplois que pourrait créer ce secteur? Malheureusement, c'est, je dirais, un des talons d'Achille de notre politique culturelle, encore que nous avons la chance d'avoir une loi qui définit cette politique culturelle depuis 2014. Mais c'est un des objectifs justement du salon, d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de disposer de ce type de données pour orienter les politiques publiques. C'est ça.
Parce que le défaut de chiffres fait qu'on a tendance à considérer les industries culturelles et créatives sous l'aspect purement divertissement. C'est cela. Alors que, comme j'ai eu à le signifier tout à l'heure, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. Et vu qu'une bonne frange de notre population jeune est davantage attirée par l'argent que par autre chose, ce serait l'occasion d'avoir des filons pour beaucoup d'affirmations. Finalement, tout à l'heure, quand vous parlez de IPTV, cette forme-là qui permet de voir des films en streaming, même de la musique. Mais qui serait est-ce que ce n'est pas face au coût peut-être excessif de l'accès à ces chaînes, ces bouquets que les bouquets de façon générale proposent aux consommateurs, aux usagers, qui amènent les Ivoiriens ou bien les populations à utiliser ces plateformes qui sont finalement gratuites et dont on n'a pas forcément le moyen de contrôler dans les ménages leur effectivité. Réaction ? OK. En fait, je vais répondre à votre question par une image. Il y a quelque temps, j'étais à San Pedro dans le cadre d'une campagne de lutte contre la contrefaçon avec le CNLC. Oui. Et il s'est trouvé des commerçants qui reprochaient aux plus grands producteurs de pagnes originaux en Côte d'Ivoire, que je ne citerai pas, de vendre les pagnes à des coûts trop élevés. Et qu'ils auraient souhaité que ces pagnes coûtent 2000 francs, 1000 francs. La recherche et développement. Sérieusement ? Oui. La recherche et développement, les matériaux qu'on utilise pour produire un service ou un produit de qualité ont des coûts. Aujourd'hui, quand vous prenez des plateformes de VOD que je ne citais pas, ou l'opérateur que vous avez cité tout à l'heure... C'est vous qui avez commencé. Oui, on a juste repris. Oui, justement. On a une minute. Et mettent en œuvre énormément de moyens financiers qu'ils ont l'obligation de rentabiliser. C'est ça. L'art n'est pas gratuit et l'art a un coût, la qualité aussi. Donc, souffrez donc qu'à qualité supérieure, il y ait un coût supérieur et qu'on n'utilise pas l'argument du prix pour devenir des pirates patentés. Lorsque les coûts sont excessifs, et les coûts ne sont pas rationnels, les consommateurs se détournent. La rationalité en matière d'art n'obéit à aucune logique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, M. Aboudia, qui vend ses tableaux à 100 millions, 200 millions. Soit vous voulez un Aboudia et vous payez le tableau à 100 millions, soit vous voulez un X que vous achetez sur la route de Bassam à 1000 francs. Très bien. Revenons donc au point précis, des éléments précis de ce qui va se passer à partir donc, de demain. Oui. On est au palais de la culture. Au palais de la culture, donc dès demain 5 décembre. Demain, il y aura donc des conférences, des panels, des masterclass, des focus qui seront faits sur certains métiers, notamment l'édition musicale ou la direction artistique. Des masterclass qui seront faits sur la composition musicale ou l'arrangement musical. Donc, un certain nombre d'activités. Et tout est gratuit ? Absolument, totalement gratuit. Et nous invitons donc tous les titulaires des droits d'auteur, des droits voisins, le grand public, les consommateurs, les pouvoirs publics. Ceux qui cherchent des producteurs. Et nos amis pirates à venir à ce salon. Merci beaucoup. Monsieur Serge Akpatou, vous êtes directeur général adjoint du Burida et président du comité scientifique du Salon de la musique d'Abidjan. Absolument. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Les amis, notre émission se termine. Est-ce qu'il y a un truc pirate ? Herman, ça, c'est à voir. Hein. Merci Pascal. Merci Marius, Élisée, Herman, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. Bonsoir, Dieu nous garde. Merci.